lève-toi et marche. Arrête de faire le bébé, cria mon père alors que je restais immobile sur le sol. Mon frère se tenait debout, un sourire suffisant sur le visage, pendant que ma mère m'accusait d'avoir gâché son anniversaire. Mais quand la secouriste vit que je ne pouvais pas bouger les jambes, elle appela immédiatement pour demander du renfort à la police. L'IRM allait révéler la vérité. Je m'appelle Aure et j'ai 28 ans. Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier, le jour où mon corps est devenu engourdi de la taille jusqu'aux pieds. Le jour où mon frère Asson s'est tenu au-dessus de moi en riant de sa mauvaise blague pendant que je restais immobile sur le béton. Le jour où mon père a crié « Allez, marche. Arrête de faire le bébé » et où ma mère m'a accusé d'avoir gâché la fête d'anniversaire de Asson. Je n'avais aucune idée que leur indifférence face à ma douleur allait bientôt faire d'eux des criminels. Si un jour les personnes qui devraient le plus se soucier de vous ont ignoré votre souffrance, dites-moi depuis où vous regardez ceci. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et restez pour écouter l'histoire du jour où la trahison de ma famille a changé ma vie pour toujours. Grandir dans la maison des Matthew, c'était comme marcher sur des œufs. Notre famille semblait parfaite de l'extérieur, une belle maison en banlieue du Massachusetts, un père comptable à succès, une mère parfaite au foyer et 2 enfants brillants à l'école. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Mon père, Douglas Matthews, était une grande tour stoïque des 1m88, un homme qui pensait que montrer ses émotions était un signe de faiblesse. Il avait été élevé par un père militaire qui lui avait appris que la douleur n'était que la faiblesse quittant le corps. Malheureusement, il a transmis ses croyances toxiques à ses enfants, surtout à son fils aîné, Jason. Audrey, tu dois devenir plus forte. C'était le mantra de mon père pendant toute mon enfance. Que ce soit pour un genou écorché, un chagrin d'amour ou même une vraie maladie, sa réponse était toujours la même, minimiser, ignorer, avancer. Ma mère, Eleanor, n'était pas beaucoup mieux. Même si elle montrait parfois un peu d'affection, sa loyauté allait toujours à mon père et à Jason. C'était une femme nerveuse, qui semblait avoir en permanence peur de déranger l'équilibre fragile de notre maison. Si reconnaître ma douleur risquait de troubler cet équilibre, elle choisissait toujours de nier. « Ton frère ne se plaindrait jamais pour ça », disait-elle, en me comparant de façon blessante, plus que n'importe quelle douleur physique. Et puis il y avait Asson, mon frère aîné de 3 ans, qui a aujourd'hui 31 ans. Il avait toujours été l'enfant chéri, celui qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents. Sportif, charismatique et manipulateur, Asson avait vite compris qu'il pouvait tout se permettre tant qu'il gardait une façade parfaite devant eux. Je me rappelle encore quand j'avais 7 ans et lui 10. Il m'avait poussé de mon vélo, ce qui m'avait cassé le poignet. Quand je suis allé pleurer auprès de nos parents, Asson a dit que j'étais tombée toute seule parce que j'étais maladroite. Ils l'ont cru sans hésiter. À l'hôpital, mon père m'a fait la morale pour que je sois plus prudente, pendant que ma mère s'inquiétait des frais médicaux. Jamais ils n'ont envisagé que Asson puisse mentir. Ce schéma a continué toute notre enfance et même à l'âge adulte. Asson me harcelait avec des blagues qui allaient jusqu'à la cruauté, et nos parents ignoraient son comportement ou me reprochaient de l'avoir provoqué. Quand j'avais 12 ans, Asson m'a enfermé dans notre sous-sol pendant des heures, en pleine tempête, sachant que j'avais une peur panique du noir. Quand j'ai enfin réussi à sortir et que j'ai parlé à nos parents, ils m'ont accusé d'inventer des histoires pour attirer l'attention. À 16 ans, Asson a saboté mon projet de science la veille de la date limite, ce qui m'a valu un 0. Quand je l'ai dit à mes parents, ils m'ont répondu que j'aurais dû mieux me préparer et ne pas attendre le dernier moment. En devenant adulte, j'ai appris à mettre de la distance avec ma famille. Je suis parti à 18 ans pour aller à l'université dans un autre état et je ne revenais que pour les grandes fêtes ou événements familiaux. Je me suis construit une vie comme institutrice, j'ai trouvé des amis qui se souciaient vraiment de moi, et j'ai commencé une thérapie pour soigner les blessures de mon enfance. Mais les liens familiaux sont difficiles à couper totalement. Peu importe mes limites, la culpabilité et le sentiment d'obligation me ramenaient toujours vers eux. C'est pour ça que, quand ma mère m'a appelé pour insister afin que je vienne à la fête d'anniversaire de Asson, j'ai accepté à contre-cœur. Cela faisait des mois que je ne les avais pas vus, et une partie de moi espérait que le temps et la distance avaient amélioré nos relations. Ça voudrait dire beaucoup pour ton frère que tu viennes, m'a dit ma mère, même si je doutais qu'Asson se soucie de ma présence. On va faire un barbecue dans le jardin et ton père installe la nouvelle terrasse de la piscine. Tout le monde sera là. Par tout le monde, elle voulait dire les amis d'Asson, presque tous aussi désagréables et privilégiés que lui. L'idée de passer l'après-midi avec eux me dégoûtait, mais je n'avais plus d'excuses. D'accord,
je viendrai, ai-je accepté, regrettant déjà ma décision. Parfait. Et s'il te plaît, habille-toi bien. Tu sais comme les apparences sont importantes pour ton père. Ce commentaire était voulu pour me piquer. Ma mère savait que j'avais récemment adopté un style plus décontracté, troquant les tenues approuvées par mes parents pour des vêtements dans lesquels je me sentais à l'aise. C'était un petit acte de rébellion, mais dans la maison des Matthew, la moindre différence par rapport à leurs attentes était considérée comme une grave offense. En raccrochant, j'ai essayé de me préparer mentalement à ce qui m'attendait. J'irai à la fête, je parlerai un peu, je donnerai à Jason une carte d'anniversaire avec de l'argent dedans, et je partirai dès que ce serait acceptable. Je pouvais supporter quelques heures d'inconfort pour avoir plusieurs mois de tranquillité ensuite. Ce que je ne savais pas, c'est que cette fête d'anniversaire serait la dernière fois que je marcherais sans aide. Que la cruauté d'Asson atteindrait un point de non-retour. Que le refus de mes parents de prendre ma douleur au sérieux passerait de la négligence émotionnelle à la négligence criminelle. J'ai préparé un sac pour passer la nuit, prévoyant de dormir à l'hôtel plutôt que dans ma chambre d'enfance. Même cette petite limite comptait beaucoup pour moi, comme un rappel que je n'étais plus sous leur contrôle. J'ai choisi une tenue qui passerait l'examen de mon père tout en restant moi-même, un jean foncé, un chemisier bleu et des chaussures plates confortables. Assez approprié pour une fête décontractée, mais pas trop formelle pour éviter de me sentir déguisé. En conduisant les 2 heures jusqu'à chez mes parents, j'ai pratiqué les techniques que ma thérapeute m'avait apprises pour gérer les situations familiales difficiles, respiration profonde, visualisation, me rappeler que j'étais une adulte et que je pouvais partir si ça devenait trop lourd. Mais aucune thérapie ne m'aurait préparé à ce qui m'attendait à cette fête. Aucune respiration profonde ne pouvait éviter la catastrophe qui allait se produire ni guérir les cicatrices physiques et émotionnelles qui suivraient. Je suis arrivé chez mes parents exactement à 14 heures, au moment du début officiel de la fête. C'était une stratégie volontaire pour éviter les interactions en tête-à-tête avec ma famille. Dans une foule, il serait plus facile de passer inaperçu, d'éviter de devenir la seule cible de leur attention. L'entrée était déjà remplie de voitures, la plupart des 4x4 et des voitures de sport coûteuses appartenant aux amis de Asson. J'en reconnus certaines, dont la Corvette rouge de son meilleur ami, Tyler, qui avait été tout aussi complice pour me tourmenter pendant notre enfance. Ma mère m'accueillit à la porte avec un baiser dans le vide et un regard de haut en bas qui me fit comprendre que ma tenue avait passé l'inspection, mais de justesse. « Auré, tu as réussi. Tout le monde est derrière. Ton frère vient juste d'ouvrir ses cadeaux. » Bien sûr, ils avaient commencé l'ouverture des cadeaux sans attendre que tous les invités soient arrivés. Un rappel subtil que ma présence n'était pas essentielle, simplement tolérée. Le salon était rempli d'emballages luxueux, vestige de ce qui semblait avoir été une séance d'ouverture de cadeaux extravagante. Je vis un nouvel ensemble de clubs de golf, des vêtements de marque et ce qui ressemblait à des clés de véhicule. On lui a acheté le jet ski qu'il voulait, m'informa fièrement ma mère en désignant une photo de l'engin posé sur l'une des plus grosses boîtes. Ton père le fera livrer la semaine prochaine. J'acquiesçai, ressentant cette piqûre familière d'injustice. Pour mon 30e anniversaire, 6 mois plus tôt, il m'avait envoyé une simple carte cadeau pour un grand magasin. La différence de traitement n'avait rien de nouveau, mais elle faisait toujours mal. Je posai mon propre cadeau, une carte simple contenant $200 sur la table avec les autres, puis je suivis ma mère à travers la maison jusqu'au jardin. La scène qui m'attendait était exactement ce que j'avais imaginé. Une trentaine de personnes, en majorité des hommes d'une trentaine d'années, buvant de la bière et traînant autour de la nouvelle terrasse de la piscine. Mon père jouait les autres derrière le barbecue, retournant hamburger et steak avec la précision de quelqu'un qui avait passé sa vie à maîtriser l'art de la masculinité en banlieue. Asson trônait près de la piscine, entouré de son groupe habituel. Une bière dans une main, il gesticulait de l'autre, sûrement en train d'amuser ses amis avec une version exagérée de sa propre importance. Il avait grossi depuis la dernière fois que je l'avais vu. Son corps autrefois athlétique portait désormais les traces de trop de soirées bien arrosées et de peu d'exercice. Quand il m'aperçut, il quitta son groupe et s'approcha, avec l'enthousiasme forcé de quelqu'un qui se sent obligé de saluer une vague connaissance. « Petite sœur, tu as décidé de nous honorer de ta présence, finalement. » Ces mots semblaient amicaux, mais l'éclat dans ses yeux n'avait rien de chaleureux. Il me serra dans un câlin trop fort, trop agressif, un rappel physique du rapport de force qui avait toujours existé entre nous. « Joyeux anniversaire, Asson, répondis-je en me dégageant aussi vite que possible. L'endroit est superbe. Papa a dépensé une fortune pour cette terrasse,
dit-il en désignant la structure en bois entourant la piscine enterrée. Bois noble brésilien sur mesure. Ça lui a coûté presque 20 000. Encore une fois, la comparaison silencieuse flottait dans l'air, nos parents ne comptaient jamais pour le confort et le prestige de Hasson, alors que mes demandes étaient toujours vues comme des caprices agaçants. Je m'excusais pour aller prendre une boisson, choisissant de l'eau plutôt que de l'alcool. Je savais par expérience que je devais rester alerte dans ce genre de situation. L'alcool ne ferait qu'émousser mes défenses et me rendre plus vulnérable à sa manipulation. Pendant l'heure suivante, j'évitais toute interaction directe avec ma famille en discutant poliment avec quelques autres invités. Il y avait quelques épouses et petites amies qui semblaient aussi mal à l'aise que moi avec l'ambiance de plus en plus bruyante. Nous formâmes une sorte d'alliance silencieuse entre étrangers. Mais plus l'après-midi avançait et plus l'alcool coulait, plus je sentais l'énergie changer. Hasson et ses amis devenaient plus bruyants, plus désagréables. Ils se mirent à évoquer leurs années de lycée, échangeant des souvenirs qui impliquaient presque toujours d'humilier quelqu'un qu'ils jugeaient inférieur. Et, finalement, inévitablement, Hasson tourna son attention vers moi. « Et, vous vous souvenez quand on avait convaincu Udré que le chien du voisin avait la rage ?» lança-t-il assez fort pour que tout le monde entende. Elle avait tellement peur qu'elle a refusé de sortir pendant une semaine. Ses amis éclatèrent de rire, et je sentis mes joues brûler de cette vieille combinaison de honte et de colère. J'avais 8 ans quand Hasson et ses copains m'avaient dit que le gentil labrador d'à accent grave côté avait une maladie mortelle et qu'il allait m'attaquer. La peur avait été bien réelle, tout comme les cauchemars qui avaient suivi. Ou la fois où on avait remplacé son shampoing par de la crème dépilatoire, ajouta Tyler en se frappant la cuisse, comme si c'était le sommet de l'humour. Cette blague avait eu lieu quand j'avais 14 ans. J'avais dû porter des chapeaux à l'école pendant des semaines, le temps que mes cheveux repoussent par endroits. Mes parents m'avaient dit d'arrêter d'en faire tout un drame. Je pris une grande inspiration et commençai à rassembler mes affaires. J'en avais assez, et aucune obligation familiale ne valait cette humiliation. Mais alors que je me tournais pour partir, Hasson m'intercepta. « Tu t'en vas déjà ? La fête ne fait que commencer. » Ses mots étaient traînants, ses yeux vitreux. Il était ivre, ce qui le rendait toujours plus imprévisible, plus dangereux. « J'ai un long trajet pour rentrer, » répondis-je fermement en essayant de le contourner. Mais Hasson me barra la route. « Allez, petite sœur, détends-toi. Prends un verre avec nous. Pour le bon vieux temps. » Je connaissais cette routine, la camaraderie forcée qui finissait toujours par une humiliation publique. J'étais déjà tombé dans le piège trop souvent. Non merci, Hasson. Je dois vraiment y aller. Son visage se durcit. Le masque de gentillesse tomba, révélant la cruauté en dessous. Toujours la même Audrey coincée. Certaines choses ne changent jamais. Je m'éloignai vers la porte vitrée qui menait à la maison. Je voulais juste récupérer mon sac dans le salon, dire au revoir rapidement à mes parents et m'échapper de cet environnement toxique. Mais le destin ou la malveillance de Hasson en avait décidé autrement. Pour rejoindre la maison, je devais traverser une partie de la nouvelle terrasse de la piscine. En posant le pied sur les lames de bois, je sentis tout de suite quelque chose d'étrange. La surface était étrangement glissante sous mes chaussures plates. Je baissai les yeux et remarquai un léger éclat sur le bois, presque invisible si on ne savait pas quoi chercher. À cet instant, je compris ce qui allait arriver, mais il était déjà trop tard. Mon pied glissa violemment vers l'avant, me faisant perdre l'équilibre. J'essayai de me rattraper en agitant les bras, mais la glissade était totale et délibérée. Mon autre pied partit sous moi et je sentis mon corps basculer en arrière. Le temps sembla ralentir. Je vis Hasson et ses amis me regarder, leur visage affichant un mélange d'anticipation et de cruauté amusée. Je vis mon père se retourner depuis le barbecue, ma mère interrompre sa conversation avec un invité. Puis vint l'impact pas sur le bois comme je l'avais imaginé mais sur le bord en béton de la piscine. Le bas de mon dos et ma tête heurtèrent simultanément, un double choc qui envoya une douleur fulgurante dans ma colonne et fit exploser des feux d'artifice derrière mes yeux. J'ai entendu quelqu'un crier, et ce n'est que plus tard que j'ai compris que ce son venait de moi. Le monde s'est penché, a tourné. Les couleurs se mélangeaient pendant que ma vue allait et venait, floue puis nette. Quand les choses se sont enfin stabilisées, j'étais allongé sur le dos, regardant le ciel bleu clair. La douleur à ma tête était insupportable, mais ce qui m'effrayait le plus, c'était ce que je ne sentais pas, rien en dessous de ma taille. À l'aide, haltais-je. Ma voix était à peine audible, même pour moi. Le choc m'avait coupé le souffle,
et je peinais à respirer correctement. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne sens pas mes jambes. Le premier visage apparu dans mon champ de vision fut celui de Hasson. Il se penchait au-dessus de moi et, à mon horreur, il souriait. Belle gamelle, petite sœur. Très théâtrale. Il se tourna vers ses amis. Elle a toujours été une drama queen. J'essayais de bouger, de m'asseoir, mais mon corps ne coopérait pas. Mes bras fonctionnaient, mais quand j'essayais de remuer mes jambes, rien. Aucune réaction, aucune sensation, juste un vide terrifiant là où aurait dû se trouver toute la partie inférieure de mon corps. Je suis sérieuse, dis-je, ma voix plus forte, teintée de panique. Quelque chose ne va pas. Je ne peux pas bouger les jambes. Je crois que je me suis cogné le dos contre le béton. Hasson leva les yeux au ciel, convaincu que ce n'était qu'un numéro de ma part. Allez, lève-toi. Tu te ridiculises. Je ne peux pas me lever. Je pleurais maintenant, des larmes de douleur et de peur coulant sur mon visage. S'il vous plaît, appelez une ambulance. Je crois que je suis vraiment blessé. À ce moment, une petite foule s'était formée autour de moi. Je pouvais voir la curiosité et l'inconfort sur leurs visages, mais personne ne bougeait pour m'aider. Ils suivaient l'attitude de Hasson, croyant que ce n'était qu'un autre drame familial pour leur divertissement. Mon père fendit la foule, son visage affichant une irritation froide. « Qu'est-ce qu'il se passe ici, Auré ? Pourquoi tu es par terre ? » « Papa, je... » Un soulagement m'envahit. Il allait sûrement prendre ça au sérieux. J'ai glissé et je suis tombé. Je me suis cogné le dos sur le bord de la piscine. Je ne sens plus mes jambes. J'ai besoin d'aller à l'hôpital. J'attendais de la préoccupation, de l'urgence, une action immédiate. Ce que j'obtins à la place fut un reniflement méprisant. Au bon sang, Audrey, la terrasse est parfaitement sûre. Des professionnels l'ont installée. Il fit un geste agacé. Allez, marche. Arrête de faire le bébé. Tu fais un scandale à la fête de ton frère. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Même là, même incapable de bouger, ma douleur était niée. Mon expérience invalidée. Douglas, on devrait peut-être l'aider à se lever, suggéra ma mère en apparaissant à ses côtés. Mais sa préoccupation n'était pas pour ma santé. Les gens regardent. Je ne peux pas me lever. Répétai-je, ma voix montant de désespoir. J'ai besoin d'une ambulance, s'il vous plaît. Maman, papa, je vous en supplie. Quelque chose ne va pas. Ma mère s'agenouilla à côté de moi et, d'une voix basse et furieuse, me dit. Auré Mathius, ça suffit. Tu as toujours été jalouse de l'attention portée à ton frère, mais là, tu vas trop loin. Tu gâches sa fête avec ton numéro. Je n'en croyais pas mes oreilles. La douleur dans mon dos augmentait, irradiant en vagues qui rendaient toute concentration difficile. Ma tête pulsait à l'endroit où elle avait frappé le béton, et les nausées arrivaient. Je crois que je vais vomir, gémis-je en tournant la tête sur le côté. Elle doit être saoule, entendis-je Hasson dire à quelqu'un. La classique Auré, elle ne tient pas l'alcool. Je n'avais pas bu une seule goutte de toute la journée, mais les faits n'avaient jamais eu d'importance dans la version familiale de mon histoire. Le soleil sur mon visage amplifiait les nausées. Je transpirais abondamment, et une étrange sensation de picotement commençait au bout de mes doigts. Je savais que c'était mauvais signe, peut-être un choc ou une hémorragie interne. S'il vous plaît, murmurai-je, trop épuisé pour crier. J'ai besoin d'aide. Mon père s'éloigna, retournant au barbecue comme si de rien n'était. Ma mère, elle, donnait des excuses aux invités, que j'étais sujette à des épisodes et qu'ils devraient continuer à profiter de la fête. Hasson, lui, avait déjà perdu tout intérêt et était reparti discuter avec ses amis de leur sortie en jet ski prévue le week-end suivant. J'étais seul, immobile, en agonie, entouré de gens qui choisissaient d'ignorer ma souffrance. La trahison me transperçait plus que n'importe quelle douleur physique. Puis, au bord de ma conscience qui faiblissait, une voix féminine, ferme et autoritaire retentit. « Excusez-moi, je suis infirmière. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. » La foule se sépara et une femme que je ne connaissais pas s'agenouilla près de moi. Elle avait des yeux doux et des mains expertes qui se posèrent immédiatement sur mon poignet pour vérifier mon pouls. « Oh bonjour, je suis Rachel. Je travaille aux urgences du Massachusetts General. Pouvez-vous me dire votre nom, Audrey ?» Auré, parvins-je à articuler,
mes dents claquant. J'avais froid, malgré la chaleur estivale. D'accord, Audrey. Restez bien immobile. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Je lui expliquai la chute, le choc contre le bord de la piscine et la perte immédiate de sensation dans mes jambes. Son visage resta neutre, mais je vis la préoccupation dans ses yeux. Elle se pencha plus près et dit à voix basse. Je vais vérifier quelques points, mais je ne veux pas que vous bougiez du tout. D'accord? Elle appuya doucement ses doigts sur plusieurs endroits de mes jambes, me demandant si je sentais la pression. Je ne sentais rien. Elle me demanda de bouger les orteils. Rien non plus. Je vais appeler une ambulance, annonça-t-elle en sortant son téléphone. Elle n'a pas besoin d'ambulance, protesta ma mère en revenant brusquement. Elle doit juste se lever et arrêter de faire un scandale. Rachel fixa ma mère. Madame, votre fille présente des signes compatibles avec une lésion de la moelle épinière. La bouger pourrait causer des dommages permanents. Elle a besoin de soins d'urgence immédiatement. Pour la première fois, une réelle inquiétude traversa le visage de ma mère. Une lésion de la moelle épinière? C'est impossible. Elle a juste glissé. Les chutes sont l'une des causes les plus courantes de lésions spinales, répondit Rachel tout en composant le 911. Et d'après ce que je vois, elle a frappé le bord en béton avec beaucoup de force. Pendant que Rachel parlait au répartiteur des urgences, décrivant mon état et notre emplacement, je vis mon père revenir. Son expression avait changé, de l'agacement à l'appréhension. « C'est quoi cette histoire d'ambulance » demanda-t-il. Rachel, toujours au téléphone, leva une main pour le faire taire. Après avoir donné les informations au répartiteur, elle se tourna vers lui. « Monsieur, votre fille pourrait avoir une grave lésion spinale. Les secours seront là dans environ 10 minutes. Jusque-là, il est absolument crucial de ne pas la déplacer. » Le visage de mon père pâlit. Pour la première fois, je crois qu'il commençait à comprendre que ce n'était pas du théâtre, pas une tentative de voler l'attention ou de gâcher la fête. C'était réel, et c'était grave. « Comment c'est arrivé » demanda-t-il, balayant du regard comme pour trouver un coupable autre que lui. À travers la brume de douleur et de peur, je réussis à dire « La terrasse était glissante, comme s'il y avait de l'huile ou quelque chose. » Les yeux de mon père se plissèrent. « C'est ridicule. Elle a été scellée hier. Elle ne devrait pas être glissante du tout. » Mais Rachel, attentive, examinait déjà les lames de bois près de l'endroit où j'étais tombé. Elle toucha la surface, puis se frotta les doigts. « Ce n'est pas de l'eau, dit-elle, sa voix se durcissant. On dirait plutôt un type de lubrifiant. » Tous les regards se tournèrent vers Asson, qui s'était approché pour voir la cause de tout ce remue-ménage. Son visage, rougi par l'alcool, perdit soudain toute couleur. « C'était juste une blague, murmura-t-il sans oser regarder qui que ce soit dans les yeux. Juste une petite blague. J'ai mis un peu de l'huile pour terrasse de papa sur quelques planches. Je pensais qu'elle glisserait un peu et tomberait peut-être dans la piscine. Je ne pensais pas que... » Il s'interrompit, les conséquences de ses actes semblant enfin lui apparaître. Le silence qui suivit fut assourdissant. À cet instant, alors que je restais immobile sur le sol, je vis la vérité de ma famille dans leur visage, la cruauté qui avait toujours marqué nos relations, leur refus volontaire de voir le mal qu'ils causaient, leur instinct de protéger Asson à tout prix. Mais cette fois, il y aurait des conséquences qu'ils ne pourraient pas ignorer. Au loin, j'entendis des sirènes se rapprocher. Le hurlement se fit plus fort, brisant le silence choqué qui régnait dans le jardin. Rachel resta à mes côtés, surveillant mon état et maintenant les autres à distance. « Essaie de rester calme, dit-elle doucement. L'aide est presque là. Concentre-toi juste sur ta respiration. » J'essayais, mais la panique menaçait de m'envahir. L'engourdissement dans le bas de mon corps était terrifiant, un vide là où je devrais sentir quelque chose. Chaque respiration envoyait de nouvelles vagues de douleur dans mon dos et ma tête, et les nausées s'intensifiaient. Les invités de la fête avaient commencé à se disperser, s'éloignant de la scène, murmurant entre eux. Certains partaient déjà, ne voulant pas être impliqués dans ce qui se passait. D'autres observaient de loin, avec un mélange de curiosité malsaine et de malaise. Ma mère restait dans les parages, son mépris initial remplacé par une nervosité palpable. Elle ajustait sans cesse ses vêtements, touchait ses cheveux, des gestes qui trahissaient son angoisse quant à l'image que cela donnait aux autres. « Vous croyez vraiment que c'est nécessaire » demanda-t-elle à Rachel.
Peut-être qu'on pourrait la conduire nous-mêmes dans un centre médical. La réponse de Rachel fut catégorique. Absolument pas. Elle a besoin d'être immobilisée et transportée correctement. Tout mouvement inapproprié pourrait aggraver une lésion de la colonne. Mon père était parti à l'avant de la maison pour guider les secours, tandis que Hasson restait figé à quelques mètres, la réalité de ses actes semblant enfin l'atteindre. Les ambulanciers arrivèrent avec une efficacité impressionnante. 2 femmes et un homme en uniforme poussèrent un brancard jusqu'au jardin. Rachel leur expliqua immédiatement mon état et les circonstances de ma chute. La principale ambulancière, une femme nommée Sarah d'après son badge, s'agenouilla à mes côtés. « Bonjour, Auré. Je suis Sarah. On va très bien s'occuper de toi. Peux-tu me dire où tu as le plus mal ?» Le bas du dos, parvins-je à dire. Et la tête, mais je ne sens rien en dessous de ma taille. Sarah hocha la tête, son expression professionnelle mais bienveillante. On va te mettre une minerve pour stabiliser ton cou, puis on va te tourner délicatement sur une planche dorsale. C'est important que tu ne bouges pas, d'accord ? Pendant qu'il travaillait, Sarah me posa des questions sur la chute, comment c'était arrivé, et si j'avais perdu connaissance. Rachel compléta les détails concernant mes signes vitaux et son évaluation initiale. Puis Sarah posa une question qui changea tout. La surface où tu es tombé était naturellement glissante, ou il y avait quelque chose dessus qui t'a fait glisser ? Avant que je puisse répondre, Rachel intervint. Il semble y avoir une sorte d'huile ou de lubrifiant sur les planches de la terrasse. Je pense que ça a été mis là délibérément. Sarah s'arrêta net et la fixa. Délibérément ? Vous pouvez préciser. Son frère a admis avoir mis de l'huile pour terrasse sur les planches comme une blague, répondit Rachel, sa voix calme mais chargée de colère. Il voulait qu'elle glisse. Sarah et ses collègues échangèrent un regard. Puis elle se tourna vers Hasson, qui se tenait les mains dans les poches, le regard baissé. Monsieur, c'est exact ? Vous avez volontairement créé un danger de glissade qui a provoqué cette blessure ? Hasson bougea, mal à l'aise. C'était juste censé être une blague. Je ne pensais pas qu'elle se blesserait comme ça. Le visage de Sarah se durcit. Elle se tourna vers son collègue. Mick, pouvez-vous examiner la surface de la terrasse et documenter ce que vous trouvez ? Mick hocha la tête et alla inspecter l'endroit de ma chute, prenant des photos avec un petit appareil et prélevant un échantillon de la substance. Pendant ce temps, les ambulanciers poursuivaient leur travail méthodique pour m'immobiliser. Ils mirent un collier rigide autour de mon cou, puis se placèrent pour me tourner en bloc sur la planche dorsale. « À mon signal, » dit Sarah. 1, 2, 3. Ils me déplacèrent avec précision, mais malgré leur délicatesse, une douleur aiguë traversa mon corps. Je criai, incapable de retenir le son. « Je sais que ça fait mal, » dit Sarah avec compassion. « On te donnera quelque chose pour la douleur dès qu'on t'aura sécurisé. » Une fois sanglé à la planche dorsale, ils me transférèrent sur le brancard et commencèrent à connecter les appareils de surveillance. Sarah plaça un masque à oxygène sur mon visage et inséra une perfusion dans mon bras. « Ta tension est assez basse, » remarqua-t-elle en fronçant les sourcils devant l'écran. « Et ton rythme cardiaque est élevé. On doit t'emmener à l'hôpital immédiatement. » Ma mère sembla enfin comprendre la gravité de la situation. « Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» demanda-t-elle d'une voix faible. Sarah ne donna pas de faux espoirs. Elle présente des signes de lésions spinales importantes. Plus vite on l'amènera dans un centre de traumatologie, meilleures seront ses chances de récupération. Pendant qu'il se préparait à m'emmener à l'ambulance, Mick revint de son inspection et parla à voix basse à Sarah, lui montrant quelque chose sur l'écran de sa caméra. Son visage se fit encore plus grave. D'après ce que je vois et les circonstances, je vais demander l'intervention de la police, annonça-t-elle. Ce n'est sûrement pas nécessaire, protesta mon père en revenant de l'avant. C'était juste un malheureux accident. Sarah le fixa. Monsieur, créer volontairement une condition dangereuse ayant provoqué une blessure grave, ce n'est pas juste un accident. De plus, je comprends qu'il y ait eu un retard à chercher une aide médicale malgré la perte de sensation signalée par votre fille, ce qui est une urgence absolue. Le visage de mon père s'empourpra de colère. Attendez une minute. Vous ne pouvez pas venir chez moi et faire ce genre d'accusation. Papa, dis-je faiblement à travers le masque. S'il te plaît, laisse-les m'aider. Pour une fois, mon père se tut. Sarah appela par radio une présence policière sur place.
On va te transférer maintenant dans l'ambulance, dit-elle en se tournant vers moi. Le trajet risque d'être inconfortable, mais on fera tout pour te garder stable. En traversant la maison pour rejoindre le véhicule, je jetai un dernier regard vers ma famille. Mon père, en train de se disputer avec Mick, gesticulant de colère. Ma mère, debout, les bras croisés, l'air perdu. Et Hassan, toujours planté au même endroit, regardant les conséquences de sa cruauté lui tomber dessus. La dernière chose que je vis avant que les portes de l'ambulance ne se ferment fut une voiture de police entrant dans l'allée, gyrophare allumé mais sirène coupée. À ce moment-là, malgré la douleur et la peur, je ressentis une étrange impression de reconnaissance. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un prenait ma souffrance au sérieux. L'ambulance démarra, m'emportant vers un futur incertain, mais aussi loin de l'atmosphère toxique qui m'avait tant fait souffrir. À mesure que le médicament qu'on m'avait administré commençait à agir, atténuant le pire de l'agonie physique, je fermais les yeux et me laissais aller à l'inconscience. Je me réveillais au son régulier des bips des moniteurs de l'hôpital et à l'odeur antiseptique que l'on retrouve dans tous les établissements médicaux. Pendant un instant, j'étais désorienté, sans savoir où j'étais ni comment j'étais arrivé là. Puis les souvenirs me revinrent d'un coup, la chute, l'engourdissement, les ambulanciers, enfin, la police arrivant chez mes parents. Un infirmier remarqua que j'étais réveillé et s'approcha de mon lit. Bienvenue parmi nous, Auré. Je suis Carlos. Tu es au Massachusetts General Hospital. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Je suis tombé, dis-je, la voix rauque à cause du tube respiratoire qu'on m'avait apparemment retiré à un moment donné. C'était à l'anniversaire de mon frère, je ne pouvais pas sentir mes jambes. Carlos hocha la tête en notant quelque chose dans mon dossier. Oui. Tu as perdu connaissance par moment pendant environ 12 heures. La docteure va venir bientôt pour parler de ton état. Tu veux un peu d'eau? J'acquiesçai avec reconnaissance et il m'aida à boire de petites gorgées à travers une paille. Même ce simple geste fit remonter une douleur aiguë dans mon dos. Et qu'est-ce que j'ai? Demandai-je, la voix tremblante de peur. Je ne peux toujours pas bouger mes jambes. L'expression de Carlos était compatissante mais professionnelle. La docteure t'expliquera tout. Elle ne devrait pas tarder. Essaie de rester calme. Comme pour répondre à son appel, une femme en blouse blanche entra dans la chambre. Elle avait une 50aine d'années, les cheveux argentés attachés en un chignon soigné. Bonjour, Auré. Je suis la docteure Martinez, la neurochirurgienne qui a supervisé tes soins. Comment te sens-tu? Effrayé, avouai-je. Et j'ai mal. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi je ne sens pas mes jambes? La docteure Martinez rapprocha une chaise et s'assit à côté de mon lit. Quand tu es tombé, tu as subi ce qu'on appelle une lésion médulaire incomplète au niveau T12 ou L1, dans le bas du dos. L'impact a fracturé 2 vertèbres et causé une forte compression de ta moelle épinière. Elle me montra les images de mon IRM sur une tablette, pointant les zones endommagées. Nous avons pratiqué une chirurgie d'urgence pour retirer les fragments osseux et réduire la pression sur ta moelle épinière. Nous avons aussi stabilisé ta colonne avec des tiges et des vis. Est-ce que je pourrais remarcher? Demandai-je, la question qui m'angoissait depuis que j'avais perdu la sensation dans mes jambes. La docteure ne donna pas de faux espoirs, mais ne les balaya pas non plus. Les lésions de la moelle épinière sont complexes et les résultats peuvent beaucoup varier. Le fait que ta blessure soit incomplète est une bonne nouvelle, ta moelle n'a pas été totalement sectionnée. Elle poursuivit. Dans les semaines et mois à venir, nous aurons une meilleure idée de l'étendue de la récupération possible. Certains patients retrouvent beaucoup de mobilité, d'autres moins. Cela dépendra de ton processus de guérison et de ton implication en rééducation. Donc, je pourrais rester paralysé à vie. Je n'emploierai pas le mot « à vie » à ce stade, répondit-elle prudemment. Mais pour l'instant, tu souffres de paraplégie, c'est-à-dire la paralysie des jambes. Nous travaillerons avec toi pour maximiser la récupération, mais il faut te préparer à d'éventuelles difficultés de mobilité à long terme. La nouvelle me frappa comme un coup physique. J'étais arrivé à l'anniversaire de mon frère en parfaite santé, et j'en repartais avec un handicap qui changerait ma vie. Tout ça à cause d'une blague et du refus de ma famille de prendre ma douleur au sérieux. Il y a autre chose dont nous devons parler, ajouta la docteure, son ton changeant légèrement. Les circonstances de ta blessure font l'objet d'une enquête. 2 policiers attendent pour te parler dès que tu t'en sentiras capable. Je fermai les yeux un instant pour encaisser l'information. Mon frère a mis de l'huile sur la terrasse.
Il l'a avoué. Il voulait que je glisse, pour rire. La docteure hocha la tête. C'est ce que nous ont confirmé les ambulanciers. Et il semble aussi y avoir des inquiétudes sur le retard à te procurer une assistance médicale après ta blessure. Mes parents ne croyaient pas que j'étais blessé, dis-je, sentant remonter cette douleur familière de leur mépris. Ils m'ont dit de marcher pour que ça passe. Ils m'ont accusé de faire un drame et de vouloir gâcher l'anniversaire de Hasson. Un éclair peut-être de colère traversa brièvement le masque professionnel de la docteure. En cas de suspicion de lésion médulaire, l'immobilisation immédiate et les soins d'urgence sont cruciaux. Un retard peut aggraver considérablement le pronostic. Vous êtes en train de dire que si on avait appelé une ambulance tout de suite, je ne serais peut-être pas paralysé. Il est impossible de l'affirmer avec certitude, répondit-elle prudemment. Mais oui, plus une lésion médulaire est traitée rapidement, meilleures sont les chances de récupération. Chaque minute compte. Je sentis les larmes couler sur mes joues. La blessure était déjà un désastre, mais savoir qu'elle aurait pu être moins grave si ma famille m'avait simplement cru, c'était une trahison de plus. La docteure me laissa un moment pour assimiler. Tu veux parler à la police maintenant ou te reposer un peu? Je vais leur parler, répondis-je. Je veux qu'ils sachent ce qui s'est passé. Elle acquiesça et alla les chercher. Carlos resta, m'ajustant légèrement pour plus de confort et me tendant des mouchoirs. Les deux policiers rentrèrent. Elles se présentèrent, la détective Suiban et l'agent Chen. Elles m'expliquèrent qu'elles enquêtaient sur les circonstances de ma blessure. Nous savons que c'est difficile, dit la détective, mais nous devons te poser quelques questions sur ce qui s'est passé hier. Je racontai les événements aussi clairement que possible, mon arrivée à la fête, le comportement de plus en plus agressif de Hasson, ma tentative de partir, la chute sur la terrasse glissante, et surtout, la réaction de ma famille. Donc, pour être clair, reprit la détective Suiban, après ta chute et après avoir dit que tu ne pouvais plus sentir ni bouger tes jambes, personne n'a appelé les secours? Pas avant que Rachel, l'infirmière qui était là, intervienne. C'était au moins 15 à 20 minutes après ma chute. Mon père m'a dit de marcher pour que ça passe, et ma mère m'a accusé de vouloir gâcher l'anniversaire de Hasson. L'agent Chen, qui prenait des notes, leva les yeux. Et ton frère a admis avoir mis de l'huile sur la terrasse? Oui. Il a dit que c'était une blague. Il pensait que je glisserais et tomberais dans la piscine. Il ne pensait pas que je me cognerais sur le béton. Les deux policières échangèrent un regard. Nous devons t'informer, ajouta la détective Suiban, que nous avons recueilli les déclarations de plusieurs témoins, y compris l'infirmière Rachel Cooper et les ambulanciers. Nous avons aussi trouvé des preuves de la présence d'huile pour terrasse à l'endroit où tu es tombé. Elle marqua une pause avant de conclure. Ton frère, Jason Matthew, a été placé en garde à vue hier soir pour mise en danger délibérée ayant causé de graves blessures corporelles. Tes parents, Douglas et Eleanor Matthews, font actuellement l'objet d'une enquête pour négligence et omission de porter assistance médicale nécessaire. La nouvelle me laissa sans voix. Aussi loin que ma famille ait pu me blesser, je n'avais jamais imaginé qu'il pourrait faire face à des accusations criminelles. Il pourrait aller en prison. Demandai-je, ma voix à peine audible. Cela dépendra du procureur et, au final, des tribunaux, répondit la détective Suiban. Mais oui, ce sont des charges graves, surtout vu la gravité de tes blessures. Elles me posèrent encore quelques questions, me remercièrent de ma coopération et partirent, promettant de me tenir informé de l'avancée de l'enquête. Après leur départ, je restai dans mon lit, essayant de tout assimiler. La réalité physique de ma blessure était déjà écrasante, mais les implications légales et émotionnelles de ce qui s'était passé l'étaient tout autant. Aucun membre de ma famille n'avait appelé ou rendu visite. Je me demandais si on leur avait interdit légalement de me contacter ou s'ils continuaient simplement leur habitude de toujours éviter toute responsabilité. À la tombée de la nuit, un travailleur social de l'hôpital, Marcus, vint me voir. Il m'expliqua qu'il m'aiderait à coordonner mon plan de soins, y compris les options de rééducation et les ressources pour m'adapter à la vie avec une lésion de la moelle épinière. Tu fais face à une longue période de récupération, me dit-il doucement. Dès que tu seras assez stable pour quitter les soins aigus, tu devras probablement passer plusieurs semaines dans un centre de réadaptation en hospitalisation, suivi d'une thérapie ambulatoire continue. Je vis seul, répondis-je, soudain frappé par les implications pratiques. Mon appartement a des escaliers. Et j'enseigne en école primaire, ce qui veut dire être debout toute la journée. Marcus hocha la tête avec compréhension.
Ce sont des défis que nous t'aiderons à surmonter. Il existe des aides pour aménager ton logement, des programmes de réinsertion professionnelle et des prestations d'invalidité. Je sais que c'est beaucoup à encaisser d'un coup. Et en effet, c'était beaucoup. En 24 heures, chaque aspect de ma vie avait été bouleversé, mon corps, mon logement, ma carrière, mes relations familiales. Tout avait changé d'une manière que je commençais à peine à réaliser. Cette nuit-là, seul dans ma chambre d'hôpital, je pleurais pour tout ce que j'avais perdu et tout ce qui m'attendait. Mais sous la douleur et la peur, une petite flamme de détermination commença à brûler. J'avais survécu à toute une vie d'abus émotionnels de la part de ma famille. D'une façon ou d'une autre, je survivrais à ça aussi. Et pour la première fois, ils allaient faire face à des conséquences. Les semaines qui suivirent ma blessure passèrent dans une brume faite d'examens médicaux, de gestion de la douleur et des premiers pas vers la rééducation. Je restai à l'hôpital 14 jours, pendant lesquels l'ampleur réelle de ma blessure devint plus claire. La docteure Martinez m'expliqua que, même si l'opération avait permis de stabiliser ma colonne et de réduire la pression sur ma moelle épinière, les dommages étaient importants et mettraient longtemps à guérir si tant est qu'ils guérissent un jour. Tu as ce qu'on appelle une classification, m'expliqua-t-elle lors d'une de ses visites. Cela signifie que tu as conservé une certaine fonction motrice sous le niveau de la blessure, mais pas assez forte pour être réellement utile. Tu as aussi un peu de sensibilité, ce qui est un signe positif. J'avais commencé à retrouver un peu de sensation dans les cuisses, et parfois des fourmillements dans le bas des jambes, ce que l'équipe médicale jugeait encourageant. Mais je n'avais toujours aucun mouvement volontaire en dessous des genoux, et une force minimale dans les hanches et les cuisses. Les aspects physiques de la récupération étaient déjà un défi suffisant, mais les procédures légales ajoutaient une autre couche de complexité. 10 jours après ma blessure, je reçus la visite d'une femme appelée Laura Jansan, assistante du procureur. L'enquête de police sur ton affaire est terminée, m'annonça-t-elle. Sur la base des preuves et des témoignages, nous avons déposé des charges formelles contre ton frère et tes parents. Hasson est accusé de mise en danger délibérée ayant entraîné de graves blessures, un crime passible de 10 ans de prison. Tes parents sont accusés de négligence criminelle et d'omission de porter assistance médicale, ce qui pourrait leur valoir jusqu'à 5 ans d'emprisonnement s'ils sont reconnus coupables. Bien sûr, ce sont les peines maximales, précisa Laura. Les peines réelles dépendront de nombreux facteurs, notamment leur casier judiciaire vierge et le fait qu'ils plaident coupables ou non. Elle m'expliqua aussi que j'avais le droit d'engager une action civile contre eux pour obtenir des dommages et intérêts, indépendamment du procès pénal. Les frais médicaux liés à une lésion médulaire peuvent atteindre des millions sur toute une vie, ajouta-t-elle, sans compter la perte de revenus, la douleur, les aménagements du logement, le matériel spécialisé et les soins continus. C'était accablant rien que d'y penser. Une partie de moi voulait couper tout lien avec eux et me concentrer sur ma guérison. Mais la réalité, c'est que je faisais face à des difficultés financières énormes à cause de leurs actes. Laura me mit en contact avec un avocat spécialisé dans les blessures de la moelle épinière, Michael Grenberg. Il vint me voir le lendemain, m'expliqua la procédure pour déposer une plainte civile et ce que je pouvais raisonnablement espérer. « Ton dossier est solide », me dit-il après avoir examiné les rapports de police et mes dossiers médicaux. La responsabilité est claire, surtout avec l'aveu de ton frère qu'il avait volontairement créé la situation dangereuse. L'assurance habitation de tes parents couvrira probablement une partie des dommages, mais pour obtenir la compensation complète que tu mérites, il faudra aller chercher dans leurs biens personnels. L'idée me mettait mal à l'aise. Malgré tout, ils restaient mes parents. Mais Michael, avec bienveillance, me rappela que ma nouvelle réalité impliquait des frais médicaux énormes, peut-être des soins à vie et une capacité de travail diminuée. Ce n'est pas de la vengeance, me dit-il. C'est pour s'assurer que tu aies les ressources nécessaires pour vivre de la manière la plus pleine et indépendante possible. J'acceptais qu'il dépose la plainte, une décision à la fois nécessaire et déchirante. Pendant ce temps, ma récupération physique continuait. Après 2 semaines de soins aigus, je fus transféré dans un centre de réadaptation spécialisé dans les blessures de la moelle épinière. L'établissement était moderne, bien équipé, avec une équipe de kinés, d'ergothérapeutes, de psychologues et d'infirmiers en rééducation, tous dévoués à aider des patients comme moi à s'adapter à une nouvelle vie. Mon kinésithérapeute principal s'appelait David. Il combinait un optimisme inébranlable avec un réalisme pragmatique. Notre objectif est de maximiser toute récupération de fonction possible, m'expliqua-t-il lors de notre première séance. Mais il est tout aussi important d'apprendre à être aussi indépendante que possible avec les capacités que tu as aujourd'hui.
Les jours au centre de rééducation suivirent un rythme exigeant. Les matinées commençaient par 2 heures de kinésithérapie, axée sur le renforcement des muscles qui fonctionnaient encore et sur l'apprentissage des techniques de transfert pour passer du lit au fauteuil roulant et inversement. Les après-midi étaient consacrés à l'ergothérapie, où j'apprenais des techniques adaptées pour les activités quotidiennes, m'habiller, cuisiner depuis une position assise. Il y avait aussi des séances de groupe où je rencontrais d'autres personnes avec des lésions de la moelle épinière, à différents stades de leur rétablissement. Certains étaient blessés depuis des années et revenaient régulièrement pour un programme de remise à niveau. D'autres, comme moi, venaient tout juste d'être blessés et s'adaptaient encore à ce changement radical dans leur vie. L'une d'elles s'appelait Tara. Elle avait subi une blessure similaire lors d'un accident de voiture 2 ans plus tôt. Elle utilisait une combinaison d'attelles aux jambes et de béquilles d'avant-bras pour marcher sur de courtes distances, mais dépendait d'un fauteuil roulant pour ses déplacements quotidiens. « Ça devient plus facile », m'avait-elle dit un soir pendant le dîner des patients. Pas forcément physiquement, même si ça s'améliore avec le temps. Je parle de l'adaptation émotionnelle. En ce moment, toute ta vie est définie par ta blessure. Un jour, ce ne sera plus qu'un aspect de qui tu es, pas toute ton identité. Ces mots me donnèrent de l'espoir dans les moments les plus sombres, quand l'avenir me paraissait impossible. Il y eut des jours où je progressais, réussir à me tenir debout entre les barres parallèles avec des attelles, ou ressentir de nouveaux picotements dans mes pieds. Et il y eut aussi des reculs, des infections qui ralentissaient la thérapie, des moments de désespoir où la perte semblait trop lourde à porter. Pendant tout ce temps, je n'eus aucun contact avec ma famille. Mon avocat m'apprit que leur conseil juridique leur avait interdit de me contacter directement en raison des affaires pénales et civiles en cours. Une part de moi était soulagée, une autre voyait ça comme un abandon supplémentaire. Amis et collègues de l'école primaire où j'enseignais prirent le relais pour combler ce vide. Ils organisèrent un roulement de visite pour rompre la monotonie de la vie à l'hôpital. Ils m'apportèrent des plats faits maison pour compléter la nourriture institutionnelle, et mirent en place une cagnotte pour m'aider à payer les frais non couverts par l'assurance. 3 mois après ma blessure, les affaires pénales contre ma famille avancèrent vers une conclusion. Hasson accepta un accord de plaidoyer, reconnaissant le crime de mise en danger délibéré en échange d'une peine de 5 ans, dont 2 en prison et 3 en liberté conditionnelle. Mes parents acceptèrent aussi un accord, recevant 2 ans de liberté conditionnelle et 400 heures de travaux d'intérêt général chacun, ainsi qu'un suivi psychologique obligatoire. L'affaire civile prit plus de temps à se régler. Michael, mon avocat, interrogea chaque membre de ma famille sous serment sur les événements ayant mené à ma blessure. C'était épuisant, mais nécessaire, ils furent obligés de reconnaître officiellement ce qu'ils avaient fait. 6 mois après le dépôt de la plainte, nous trouvâmes un accord. L'assurance habitation de mes parents versa son maximum d'1 million de dollars. De plus, ils acceptèrent de vendre leur maison et de liquider une grande partie de leurs économies de retraite pour constituer un fonds fiduciaire de 2 millions supplémentaires pour mes besoins de soins continus. C'était une somme importante, suffisante pour couvrir mes dépenses médicales immédiates, adapter mon appartement, et m'offrir un coussin financier pendant que je repensais mon avenir professionnel. Mais aucune somme ne pourrait rendre ce que j'avais perdu, physiquement et émotionnellement. 8 mois après ma blessure, j'avais fait ce que mon équipe médicale considérait comme des progrès remarquables. J'avais récupéré un peu de force dans les jambes, assez pour, avec des attelles spécialisées et un déambulateur, faire quelques pas lents et laborieux. Ce n'était pas marcher normalement, pas ce mouvement fluide que j'avais jadis pris pour acquis, mais c'était plus que ce que beaucoup obtiennent avec une blessure similaire. Je sortis enfin de la rééducation en hospitalisation, poursuivant en soins ambulatoires 3 fois par semaine. Je retrouvai mon appartement, désormais équipé de rampes, de portes élargies et d'une salle de bain adaptée. Un aide à temps partiel venait m'aider pour les tâches que je ne pouvais pas encore faire seul. Je commençais aussi à réinventer ma vie professionnelle. Reprendre l'enseignement en classe n'était plus envisageable, mais le district scolaire me proposa un poste de spécialiste en programmes éducatifs, un rôle que je pouvais exercer majoritairement depuis chez moi, avec quelques visites dans les écoles. Pendant cette période d'adaptation physique et pratique, je travaillais aussi sur un autre type de guérison. Avec l'aide de Claire, une thérapeute spécialisée dans le trauma et les dynamiques familiales, j'explorais le fond du problème. Ce que tu as vécu n'est pas seulement une blessure physique, dit-elle un jour. C'est l'aboutissement d'une vie entière d'abus et de négligence émotionnelle. La paralysie dans tes jambes est visible, mais il y a d'autres blessures invisibles qui doivent aussi guérir. Sous sa guidance, je commençais à traiter non seulement le traumatisme de la blessure, mais aussi les schémas plus profonds de dysfonction familiale.
l'invalidation constante de mes expériences, la dynamique de l'enfant doré et du bouc émissaire entre Asson et moi, et la manière dont mes parents avaient toujours privilégié les apparences à mon bien-être. Ta famille t'a trahi de la façon la plus fondamentale, dit Claire. Leur seule mission était de te protéger et de prendre soin de toi. Au lieu de ça, ils t'ont blessé et ont refusé de l'admettre. Reconnaître cette vérité fut douloureux, mais aussi libérateur. Cela me permit de voir que ma blessure, aussi dévastatrice soit-elle, m'avait aussi libéré du système familial toxique qui m'avait tant fait souffrir. Tu crois que tu te réconcilieras un jour avec eux? Me demanda Claire lors d'une séance. Je réfléchis longuement. Je ne sais pas. Une partie de moi pense qu'il n'y a pas de retour possible. Une autre se demande si ces conséquences légales pourraient enfin les obliger à voir la réalité de leurs actes. Dans tous les cas, dit-elle, ta guérison ne dépend pas de leur reconnaissance. C'est quelque chose que tu fais pour toi. Et lentement, méthodiquement, c'est ce que je commençais à faire, guérir, non seulement mon corps, mais aussi mon identité, et ma vision de ce que doit être une famille et des relations saines. Alors que j'approchais du premier anniversaire de ma blessure, je reçus une lettre inattendue. Elle venait de Asson, écrite depuis la prison. L'enveloppe resta fermée sur la table de ma cuisine pendant 3 jours avant que je trouve le courage de l'ouvrir. À l'intérieur, une longue lettre manuscrite, la première excuse sincère que j'avais jamais reçue de lui. Il écrivait sur la thérapie qu'il suivait en prison, sur la façon dont il affrontait enfin la personne qu'il avait été et le mal qu'il avait causé. Il n'avançait aucune excuse, ne demandait rien en retour, même pas le pardon. Je comprends si tu ne veux plus jamais entendre parler de moi, concluait-il. Je ne t'en voudrais pas, mais je voulais que tu saches que je regrette sincèrement la douleur que je t'ai causée, pas seulement ce jour-là, mais tout au long de notre vie. Tu méritais bien mieux. La lecture de cette lettre me laissa un sentiment mêlé. Elle semblait sincère, mais je n'étais pas prête à laisser Asson revenir dans ma vie, si tant est que je le sois un jour. Et pourtant, il y avait une certaine forme de clôture dans le fait que mes expériences aient enfin été reconnues par quelqu'un qui avait été présent. Mes parents, eux, ne m'ont jamais contacté directement, mais j'ai appris par des connaissances communes qu'ils avaient déménagé en Floride, dans une maison plus petite, avec ce qui leur restait après l'accord. Quant à moi, je reconstruisais une vie différente de celle que j'avais imaginée, plus difficile à bien des égards, mais aussi plus riche en sang et en nouvelles connexions. Les amis qui m'avaient soutenu pendant mon hospitalisation sont devenus ma famille choisie. La communauté de défense des droits des personnes handicapées que j'ai rejointe m'a donné un sentiment d'appartenance et de but que je n'avais jamais connu dans ma famille biologique. Et quelque part sur ce chemin, j'ai découvert en moi une résilience insoupçonnée, non seulement la capacité de survivre au traumatisme, mais aussi celle de trouver un sens, et même une forme de croissance, dans ses suites. Cela fait maintenant 2 ans depuis ce jour fatidique à la fête d'anniversaire de mon frère. 2 ans depuis qu'une blague cruelle et l'indifférence glaciale de ma famille ont changé le cours de ma vie pour toujours. 2 ans de chirurgie, de rééducation, d'adaptation et de profond travail émotionnel. Ma vie aujourd'hui ne ressemble plus du tout à celle d'avant. Je vis désormais dans un autre appartement, au rez-de-chaussée, dans un immeuble entièrement accessible. Je conduis une voiture équipée de commandes manuelles. Je travaille à distance la plupart du temps, mais je vais dans les écoles quelques fois par mois pour former les enseignants au programme que j'ai contribué à élaborer. Physiquement, j'ai accompli ce que mes médecins qualifient de progrès remarquable. Avec des attelles et des béquilles d'avant-bras, je peux marcher de courtes distances, même si j'utilise encore mon fauteuil roulant pour la majorité de mes déplacements quotidiens. J'ai récupéré environ 60% de la sensibilité dans le bas de mon corps, même si elle reste altérée parfois sous forme de picotement, parfois d'hypersensibilité. Il y a des jours où je me déplace avec une aisance relative et où j'en oublie presque mes limites physiques. Et d'autres jours, la douleur, les spasmes ou des complications comme les infections urinaires me rappellent durement tout ce qui a changé. Mais la guérison la plus importante n'a pas été physique. Elle a été intérieure, le passage du statut de victime à celui de survivante, d'une personne définie par ce qu'on lui a fait à une personne qui façonne activement sa propre histoire. Il y a 6 mois, je me suis engagé dans un groupe local de défense des victimes de lésions de la moelle épinière, en tant que mentor pour les nouveaux patients. 2 fois par semaine, je retourne dans le même centre de rééducation où j'ai passé des mois à réapprendre les gestes de base. Je m'assois avec des personnes qui en sont là où j'étais il y a 2 ans, consumées par la douleur et la peur, se demandant si la vie pourra redevenir belle un jour. Ça ne devient pas plus facile, leur dis-je, reprenant les mots que Tara m'avait dit un jour.
Mais tu deviens plus fort, et tu trouves de nouvelles façons de définir ce qui compte. C'est dans ce cadre que j'ai rencontré Thomas, un kinésithérapeute spécialisé dans les lésions neurologiques. Notre relation professionnelle est devenue une amitié, puis plus récemment un début de relation amoureuse. Il me voit tel que je suis, non pas défini par mon handicap, mais sans l'ignorer non plus. Avec lui, j'apprends ce qu'est un amour sain, fondé sur le respect mutuel et un véritable souci de l'autre. En ce qui concerne ma famille, le chapitre reste compliqué. Hasson est sorti de prison il y a 4 mois, après avoir purgé sa peine complète de 2 ans. Il m'a écrit à nouveau pour me demander si nous pourrions nous revoir un jour, quand je me sentirai prête. Je n'ai pas encore décidé si cette rencontre fera un jour partie de mon chemin de guérison. Mes parents, eux, vivent toujours en Floride, loin de ma vie. J'entends parfois parler d'eux par des parents éloignés. Apparemment, ils racontent à leur nouvelle communauté une version édulcorée des faits, se présentant comme des parents dévoués ayant soutenu leur fille après un tragique accident. La vérité, comme toujours chez eux, a été remodelée pour protéger leur image. Mais leur récit n'a plus de pouvoir sur moi. J'ai appris que ma vérité n'a pas besoin de leur reconnaissance pour être valable, que ma douleur n'a pas besoin de leur approbation pour être réelle. C'est peut-être là la leçon la plus profonde de mon parcours, la validation doit venir de l'intérieur. Pour quelqu'un qui a grandi en doutant de ses propres expériences et en remettant en question sa propre douleur, cette prise de conscience est révolutionnaire. J'ai aussi appris le véritable sens du mot « famille ». Elle ne se définit pas forcément par le sang ou les liens légaux, mais par ceux qui sont là quand tu es au plus bas. Par ceux qui restent quand c'est difficile. Par ceux qui voient ta douleur et y répondent avec compassion plutôt qu'avec mépris. Ma famille choisie s'est agrandie ces 2 dernières années. Elle inclut Sarah, la secouriste qui a reconnu la gravité de ma blessure et a veillé à ce que je reçoive les bons soins. Rachel, l'infirmière qui est intervenue quand personne d'autre ne l'a fait. David, mon kiné, qui m'a poussé à dépasser ce que je croyais possible. Claire, qui m'a guidé à travers le labyrinthe émotionnel du traumatisme et de la guérison. Et maintenant Thomas, qui m'aime non pas malgré mes cicatrices, mais en reconnaissant pleinement comment elles m'ont façonné. Ces liens m'ont appris ce qu'est un attachement sain, ce que ça fait d'être cru, soutenu et valorisé pour qui je suis, et non pour maintenir des apparences commodes. Le mois dernier, j'ai obtenu mon master en psychologie de l'éducation, avec une spécialisation dans les pratiques pédagogiques tenant compte des traumatismes. À l'automne prochain, je commencerai un nouveau poste de consultante pour le district scolaire, formant les enseignants à reconnaître et soutenir les enfants confrontés à divers types de traumatismes, y compris la dysfonction familiale. Cela me semble être une manière d'honorer mon propre parcours tout en donnant un sens à la douleur que j'ai vécue. C'est peut-être ça, la guérison ultime, ne pas effacer la blessure, mais la transformer en quelque chose qui serve un but plus grand que soi. Ma paralysie fera toujours partie de mon histoire, tout comme les dynamiques familiales qui y ont contribué. Mais ni l'une ni l'autre ne définissent entièrement qui je suis ou ce que ma vie peut signifier. Parfois, avec Thomas ou entouré d'amis, en riant et pleinement dans l'instant, je réalise avec surprise que je suis heureuse pas malgré ce qui s'est passé, mais d'une manière qui l'intègre dans une narration plus large de résilience et de croissance. D'autres fois, surtout la nuit, quand la douleur m'empêche de dormir, je lutte encore avec la colère et le deuil de ce qui m'a été enlevé. Les capacités physiques perdues, les liens familiaux qui, bien que toxiques, ont été mes attaches principales pendant 28 ans, et le sentiment de sécurité dans le monde qui ne reviendra peut-être jamais complètement. Mais même dans ces moments sombres, je ne suis plus seul avec ma douleur. J'ai appris à demander de l'aide, à me montrer vulnérable avec ceux qui ont gagné ma confiance, à accepter l'aide sans honte, à reconnaître mes limites sans m'y réduire. S'il y a une sagesse à tirer du traumatisme, c'est peut-être celle-ci, nos blessures nous façonnent, mais elles ne nous condamnent pas, même les trahisons les plus profondes peuvent devenir le point de départ d'une transformation profonde. Car parfois il faut se briser pour découvrir toute la force qu'on porte en nous. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mes médecins disent que je peux encore voir de petites améliorations dans mes capacités jusqu'à 5 ans après la blessure, même si les progrès les plus importants arrivent généralement dans les 2 premières années. Peut-être qu'un jour je marcherai avec plus de facilité, ou peut-être pas. Dans tous les cas, je continuerai à construire une vie qui s'adapte à ma réalité tout en repoussant les limites de ce qui semble possible. Ce que je sais, c'est que je ne suis plus la femme qui est entrée à cette fête d'anniversaire il y a 2 ans, désespérée de recevoir l'approbation de personnes incapables de vraiment me voir. Je suis quelqu'un de nouveau, forgé dans le creuset du traumatisme et de la guérison. Plus forte dans mes parties brisées, comme l'a écrit Hemingway,
plus authentique, plus compatissante, plus consciente à la fois de ma vulnérabilité et de ma puissance. Et c'est peut-être le cadeau le plus inattendu issu de cette terrible expérience. La découverte d'un moi pour lequel ça vaut la peine de se battre, de croire et d'aimer. Si tu regardes ceci et que tu te trouves dans une situation où ta douleur est minimisée, où ta réalité est niée par ceux qui devraient te protéger, sache que tu mérites mieux. Tes expériences sont valides, ta souffrance compte, et il y a des personnes dans ce monde qui te verront vraiment si tu trouves le courage de t'éloigner de ceux qui refusent de le faire. Est-ce qu'un jour, quelqu'un qui aurait dû te croire a rejeté ta douleur? Comment as-tu trouvé la force de croire en toi quand d'autres ne l'ont pas fait? S'il te plaît, partage tes expériences dans les commentaires ci-dessous. Ton histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Si ce message t'a parlé, mets un j'aime et abonne-toi pour soutenir cette chaîne, et partage-le avec toute personne qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Merci d'avoir été témoin de mon parcours, et souviens-toi, la guérison n'est pas linéaire, mais elle est toujours possible.